L'importance des petites et moyennes entreprises dans l'économie nationale n'est plus à prouver. Les PME représentent plus de 90% du tissu économique national et contribuent à hauteur de 55% du PIB d'après les données officielles. Ceci dit, plus de 80% de ces entreprises évoluent dans l'informel. Comment l'expliquer? Quels sont les dispositifs mis en place pour les formaliser? Qu'en est-il du financement? D'ailleurs, le problème majeur de ces entreprises est-il le financement? PME, l'argent est-il le problème? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. PME, l'argent est-il vraiment le problème? C'est le titre de cette émission. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'être accompagné par trois spécialistes que je m'en vais vous présenter. Je vais commencer par Monsieur Badié Koulibaly. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef de division développement des PME et coordinateur du programme d'appui au développement des PME à la Direction nationale des PME. Vous êtes ingénieur agricole, vous avez 15 ans d'expérience dans le développement rural, l'accompagnement des collectivités régionales. Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire ce que vous faites concrètement au niveau de votre département? Ok, merci de nous avoir donné la parole. Moi, comme vous l'avez dit, je suis chef de division développement des PME au niveau de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises, une structure publique de l'État qui a en charge la mise en œuvre de la politique nationale de développement des PME et de suivre également l'évolution de cette politique, de sa mise en œuvre. Et au niveau de la direction, on peut dire nous sommes chargés et globalement de l'élaboration des textes qui régit vraiment la mise en œuvre des politiques, hein, des mécanismes, des stratégies qui sont développées. Et à l'intérieur de ça, on peut aussi, suivant nos mandats, qu'on appelle élaborer des projets ou des programmes, les mettre en œuvre en faveur des PME. On comprend qu'avec votre présence va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les politiques mises en place par l'État pour accompagner les PME. J'ai également le plaisir de présenter notre deuxième invité, Aruna Sangare. Bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur d'espace business à la Bank of Africa, BOA. Vous êtes en charge donc des PME. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez si bien dit, moi je suis Aruna Sangare. Je chapeaute tout ce qui est petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie à la Bank of Africa. Nous sommes en train de développer, d'ouvrir des espaces qui sont entièrement dédiés à la prise en charge effective des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Voilà. Vous êtes une banque qui se décrit comme la banque des PME. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais avant, j'ai le plaisir de présenter notre troisième et dernier invité, un habitué de ce plateau, professeur Sangare. Bonsoir. Bonsoir. Mamadou Beidali Sangare. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à la FSEG. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Professeur, pour entrer dans le vif du sujet, quand on parle de PME, on fait allusion à quoi? Bon, quand on parle, on dit déjà par définition les petites et moyennes entreprises. Donc peut-être parlons même d'avoir un peu d'entreprise. L'entreprise, c'est une organisation économique, on dit des formes juridiques déterminées qui combinent des facteurs de production pour produire des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché dans l'optique d'avoir un profit. Donc, il y a des critères de classification. Si vous prenez cette définition, il y a tout un tas d'organisations qui rentrent dans cette définition. Donc, il y a lieu de faire la part des choses. Donc, on a établi des critères de classification pour constituer des groupes homogènes. Et donc, les PME, c'est une classe d'entreprises, voilà, sur la base de ce qu'on appelle des critères de dimension, notamment l'effectif salarié. Donc, voilà, c'est presque des entreprises qui n'ont pas, dont l'effectif est compris entre
voilà, bon, selon, je pense, l'OADA, entre 10 et dont l'effectif est supérieur à 10 employés, mais qui n'atteint pas 200 employés. Qui n'ont pas une capacité industrielle, on va le dire comme ça. Voilà. Messieurs, je vous invite à regarder ce premier reportage, ce grand angle, qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, parler du secteur des PME et des évolutions. Suivant. De l'agriculture à l'élevage, en passant par l'agroalimentaire, l'artisanat, les nouvelles technologies ou encore les services, les petites et moyennes entreprises interviennent dans quasiment tous les secteurs. Au Mali, les PME jouent un rôle important en matière de création de richesses et d'emplois. Au Mali, les PME sont assez nombreuses. Donc les chiffres qu'on avance très souvent, c'est 90% du tissu économique national. Elles sont présentes surtout dans les niveaux commerce, services et puis artisanat. Donc c'est des PME qui sont généralement de petite taille. Elles ne sont pas bien structurées et puis entre guillemets, elles évoluent un peu dans les secteurs dits informels. Selon des données de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises, 80% des PME évoluent dans le secteur informel. Leur informalité fait qu'elles rencontrent de nombreuses difficultés. Il y a l'accès limité au financement, également et le contexte environnemental, fiscal est complexe. Il y a également le faible accès au marché et surtout un manque d'accompagnement structuré. Donc beaucoup de PME sont vraiment informelles ou faiblement structurées, ce qui limite leur croissance et leur impact. En fonction du type d'entreprise, l'accès au financement constitue un défi majeur, mais pas que. Le financement de CAMS Consulting est parti sur fonds propres. Par rapport au système de banque au Mali ici, il y a vraiment des critères assez rigides. Donc ça a été le premier blocus parce qu'il fallait vraiment être dans certaines marges. Et pour une entreprise nouvellement implantée, ce n'était pas évident. Le problème des PME au Mali, il y a l'argent, parce que l'argent c'est le moteur de l'activité, mais il y a d'autres choses qui sont liées également, comme l'obtention de la matière première, surtout au niveau de l'artisanat. Les tisserands ne sont pas assez nombreux du tout, voilà, et la qualité aussi fait défaut. Au-delà du financement, les petites et moyennes entreprises font face à des problèmes structurels et organisationnels. Pour certains, c'est de là que partent tous les autres problèmes. Beaucoup pensent que le financement est le seul obstacle, mais en réalité, le manque de structuration, c'est le nœud du problème. Parce qu'une entreprise mal structurée ne saura vraiment pas gérer correctement un financement, même si on lui donne le financement. Donc c'est pourquoi nous insistons sur tout ce qui est les éléments comme la gouvernance, la formalisation de l'entreprise, la structuration et on mise également sur la stratégie et surtout la capacité des entreprises à innover avant même de parler de financement. Parce qu'avant tout, une PME bien structurée, ça attire forcément naturellement les partenaires, ça attire les clients et même des investisseurs. La contribution des PME au produit intérieur brut est estimée à 55%, dont 98% de la valeur ajoutée pour le secteur primaire, 22% pour le secteur secondaire et 66% pour le secteur tertiaire. Plusieurs pistes de solutions sont avancées pour augmenter la plus-value de ce type d'entreprise à l'économie nationale. Pour que les PME puissent prospérer au Mali, je vais prendre le cas sur les petites et moyennes entreprises qui sont dans l'artisanat. Il faudrait que nous consommons réellement local. Ça, c'est un point parce que si on fait la production et qu'il n'y a pas de consommateurs, ça fait un échec. Donc, il faudrait que dans ce sens, qu'il y ait une imposition comme le fait notre pays frère, le Burkina Faso, où on exige aux ministres de porter africain pour les étudiants et les élèves également, on les exige de porter local. Et ça va aider les artisans, nous qui sommes dans le domaine, de vraiment mieux bénéficier de notre boulot, en fait, de notre travail. La première des choses, comme je l'ai à dire en fonction de ce qui manque en PME, c'est de renforcer les capacités entrepreneuriales à travers des formations qui sont adaptées à leurs besoins. Et la deuxième des choses, c'est de créer un environnement fiscal et réglementaire qui sont favorables aux PME.
Parce que la plupart des PME qui sont portés par des jeunes ont vraiment manque de formation adaptée à leurs besoins. Et l'environnement fiscal et réglementaire également n'est pas trop favorable aux PME. Contrairement aux années antérieures, le Mali dispose maintenant de nombreux programmes, institutions et mécanismes de soutien aux PME. Ce que nous faisons, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'OPI, au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du patronat, au niveau des RAO, en collaboration avec l'État, c'est vraiment les sensibiliser. Parce que ces PME-là, souvent, elles travaillent beaucoup avec les entreprises de grande taille. Et puis, l'État, souvent, a besoin de faire travailler ces PME-là. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, elles ne sont pas souvent bien structurées. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment des centres de formation, de sensibilisation. Et puis, on leur conseille aussi de se regrouper donc, pour qu'elles puissent participer à certains grands travaux de l'État. Selon le rapport de la Banque africaine de développement sur l'impact de la Covid-19 sur les PME au Mali, le nombre de petites et moyennes entreprises estimé en 2019 à 12 864 est passé à 1666 en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Au Mali et dans bon nombre de pays africains, 90% des petites et moyennes entreprises meurent 5 ans après leur création. « 90% des PME meurent 5 ans après leur création. Seuls 10% des PME perdurent, évoluent. Messieurs, je vous donne la parole juste après cette première infographie qui va nous permettre de comprendre dans quel système évoluent les PME, mais surtout leur poids au niveau national. Le poids des PME donc dans l'économie nationale, on le voit. Les PME déjà représentent 90% des entreprises, c'est vraiment les entreprises les plus représentées au Mali. On a 80% qui sont formelles. On a le poids des PME, 55% de contribution au produit intérieur brut et on a 80% d'emplois formels. Professeur Sangaré, quand on parle d'emplois formels, il y a aussi les emplois informels, mais rien que les emplois formels, quand on regarde ces données donc de la Direction nationale des PME qui date de 2021, ce sont les dernières données et tout à l'heure le chef de division va nous donner d'autres informations. Mais quand on regarde déjà le poids des PME, on se rend compte que les PME voilà, ont un poids assez conséquent dans l'économie. Naturellement, parce que quand vous prenez notre environnement, pratiquement, notamment surtout l'environnement des affaires, il est largement dominé par les PME, surtout donc les grandes entreprises sont rares. Donc il va de soi que leur contribution au produit intérieur brut et leur contribution même en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur ajoutée, soit aussi important. Monsieur Koulibaly, les PME, je le disais tout à l'heure, quand on regarde ces données, c'est confirmé, les PME ont une place centrale dans l'économie nationale? Bien sûr, bien sûr. Si vous venez de dire, il y a à partir du magazine que vous venez de faire passer, et les informations qui sortent, tout le monde témoigne. Il y a des institutions, il y a une institution de financement qui s'est prononcée sur la question. Les PME se sont prononcées sur la question. Et je crois qu'il y a des structures d'accompagnement aussi qui se sont prononcées sur la question. Ça veut dire que effectivement les PME ont un poids assez important, bien qu'elles soient souvent informelles, mal structurées. Mais la réalité est là. Peut-être que des études manquantes pourraient vraiment donner le poids réel. Le poids réel, parce que... Effectivement, là, on parle d'un poids estimatif. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité, effectivement, de faire des études qui, bon, la situation aussi du pays peut faire en sorte que, bon, lorsqu'on engage une étude, on n'est pas à mesure d'arriver à dans toutes les zones, à rencontrer tous les acteurs. Mais sinon, voilà, le magazine vraiment témoigne vraiment du poids qu'occupent les PME dans l'économie nationale. Comment une banque comme la vôtre peut évoluer dans un système où, quand on voit ces données, on a 80% des PME qui sont informelles? Oui, bon, en réalité, c'est un constat qui est réel. Et nous,
comme vous le savez, au niveau de la Bank of Africa, on essaie d'adapter nos produits en fonction de la réalité du terrain. Et là, on en a pris conscience très tôt. Au-delà même de... Très tôt, c'est-à-dire quand? Il y a pratiquement 5 ans. Au-delà même de la formation ou d'aider les entrepreneurs à bien structurer leur entreprise, on va même au-delà. On prend même l'entrepreneur. Il y a une formation qui est faite qui permet non seulement de connaître les leviers qu'il faut pour pouvoir développer son activité et les documents qu'il faut, non seulement pour avoir une vue globale sur les chiffres, mais aussi se faire financer au niveau de la banque. Même tout récemment, juste en 2024, en janvier plus précisément, nous en avons fait former pratiquement 1000 entrepreneurs dans le cadre de l'élaboration d'un planning de trésorerie, dans le cadre de l'élaboration d'un compte d'exploitation, qui sont des outils qui permettent effectivement d'avoir une vue globale et de connaître la rentabilité même de la dite société. Donc la Bank of Africa, au-delà même de tout ça, le premier travail a été fait, mais au-delà même de tout ça, nous avons adopté, nous avons élaboré des produits qui sont en adéquation avec les besoins, que ce soit des PME formels ou informels. Et justement, on va en parler tout à l'heure, mais messieurs, quand on revient 10, 15, 20 ans en arrière, tout à l'heure, M. Sangaré vient de dire qu'eux, ils forment ces acteurs qui sont dans l'informel à se formaliser, j'imagine, à mieux structurer leur entreprise, à mieux manager leur entreprise. Mais M. Koulibaly, 20 ans en arrière, c'était l'une des problématiques majeures. On parlait de manque de structuration, on parlait de manque d'organisation, M. Sangaré également. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu cette évolution tant souhaitée et recherchée par les uns et les autres? Certainement pas, parce que c'est vrai, si nous regardons la configuration au niveau de la sous-région, nous sommes en retard par rapport à la création des structures qui accompagnent ces PME-là. Et ça, c'est vraiment très important. Et je vous donne un exemple. La Direction nationale des petites et moyennes entreprises est créée seulement en 2019. 2019. Et nous avons ouvert nos portes en 2020. Donc il y a tout juste 5 ans. En 2020, voilà. Mais bien avant notre création, il y a d'autres structures vraiment qui s'en occupaient. Il y a eu c'est pas seulement l'État, il y a eu des organisations internationales, il y a eu des coopérations qui s'en sont occupées, il y a eu des institutions qui s'en ont occupées. Et avant nous, il y a eu d'autres structures, il y a eu d'autres structures de l'État qui s'en ont occupées. Mais la formation, oui, mais il faut reconnaître que puisque la formation se fait très généralement en français, et nous avons nos porteurs de PME qui sont majoritairement, en tout cas, les chiffres, 17% des Maliens parlent régulièrement français, donc on a une tranche importante de la population qui ne parle pas régulièrement français, donc il fallait adapter ça à la culture locale. Donc c'est vraiment un des freins. Et voilà qui fait que, bon, même si les formations sont données, vous trouverez que les PME, puisque c'est des formations qui se tiennent 5 jours, 2 jours, 3 jours après, on plie les bagages. Il n'y a pas un suivi, un accompagnement des PME pour des entrepreneurs pour la mise en œuvre des modules de formation qui leur étaient donnés. Donc ça pose problème. Maintenant, Dieu merci, il y a des modules qui sont là aujourd'hui, des approches, je veux dire, d'accompagnement des PME qui font que les PME sont formés. Les PME sont formés. Lors des formations, on essaie de faire en tout cas un tri pour voir les entrepreneurs qui ont un certain bagage pour pouvoir assimiler la formation, pour pouvoir accompagner l'outil informatique aussi au rendez-vous. Donc des approches sont là pour les accompagner cette fois-ci, à leur donner de la formation, mais à les accompagner. Mais quels sont justement les principaux, quelles sont les avancées? Quand vous regardez dans le rétroviseur de ce qui se faisait il y a quelques années, quand on parlait des PME, vous avez dit tout à l'heure, il y a la Direction nationale des PME qui a vu le jour, mais quand on parle d'avancées, c'est lesquelles? Oui, il y a les textes, parce que dans le temps, d'abord les textes, parce que dans le temps, les PME se créent, même aujourd'hui, les PME se créent, et les PME se créent parce que les gens ont des initiatives, les gens veulent s'enrichir, les gens veulent innover, et dans le magazine, il y a quelqu'un qui l'a dit, donc du moment où les gens sont dans cette dynamique-là, ils se débrouillent, ils se forment sur le tas, Mais depuis un certain temps, moi je vais dire,
depuis l'avènement de la démocratie, avec l'ouverture, il y a des structures qui sont venues, avec des idées, et qui pourraient être peut-être même en avance sur l'accompagnement de l'État, qui a accompagné les PME pour qu'on puisse arriver là. Et donc l'État il y avait des textes, l'État a créé des textes. Au-delà des textes, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs structures qui sont créées par l'État pour pouvoir accompagner. Il y a des centres de gestion qui existent. Tout ça, c'est des avancées. C'est des avancées qui n'existent pas malheureusement dans le temps. On va parler justement d'une certaine disparité. Vous allez voir cette infographie et comprendre l'hétérogénéité et la disparité géographique des PME en 2019, toujours selon les données de la Direction nationale des PME. On parle de 95,7% de micro-entreprises. On a 3,6%, ce sont des petites entreprises. On a 0,7%, ce sont des moyennes entreprises, alors qu'on parle de petites et moyennes entreprises. On va voir l'infographie après, mais je voudrais déjà que vous réagissiez, professeur Sangaré. Oui, bon, peut-être là, c'est la conséquence des premiers chiffres qu'on a affichés tout à l'heure. On parlait d'informalité. Voilà, l'informalité. Donc, naturellement, la plupart des entreprises qui évoluent dans le secteur informel n'ont pas cette taille. Maintenant, pour revenir sur la question qui a été posée, bon, il y a 20 ans de cela, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Vraiment, il y a eu à faire du chemin. Mais peut-être on n'est pas trop, on ne peut pas trop satisfait des résultats qu'on a actuellement. Donc, quand on regarde ces chiffres, donc on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres. C'est vrai qu'il y a eu des accompagnements de la part des fêtières, de la part des structures publiques ou parapubliques. Mais est-ce que véritablement le problème, c'est créer une véritable culture entrepreneuriale? La plupart du temps, les gens se retrouvent dans l'entrepreneuriat par accident, je dirais. Souvent parce que je n'ai pas un emploi, voilà, donc j'essaie de faire ça en attendant de trouver. Et là, c'est ce qu'il faut essayer de corriger, que les gens viennent dans l'entrepreneuriat par vocation, que ce soit des gens qui ont une vision, et là, on peut vraiment, les structures qui les accompagnent peuvent les aider dans ce sens, à avoir une vision. On a parlé de structuration et autres. Naturellement, quand on a une vision, on peut élaborer une stratégie. Mais le but de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Quand on crée son entreprise, c'est d'abord la rendre rentable, ensuite la faire croître et la pérenniser, peut-être même pour la transmettre à ses héritiers ou bien peut-être aux générations futures. En parlant de la géolocalisation de ces entreprises créées, donc de ces PME, 37,1% de ces PME sont à Bamako, 19,6% à Sikasso, 18,2% dans la région de Caille, 11,9% à Ségou, 9,9% à Mopti, et les autres régions se partagent moins de 2%. C'est-à-dire qu'on entreprend, il y a plus de PME à Bamako, Sikasso, Caille, Ségou et Mopti que dans les autres régions. Et monsieur, j'aimerais vous entendre pourquoi est-ce que entre guillemets, la situation sécuritaire fait que on est plus enclin à entreprendre dans certaines zones plutôt que dans d'autres zones, professeur Sangaré? Oui, bon, peut-être on peut dire que c'est une situation qui a prévalu avant la crise sécuritaire, parce que déjà depuis dans le temps, vraiment, la concentration des PME dans les grandes agglomérations, c'est une réalité, notamment. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que cette concentration obéit à une loi économique, là où il y a une demande, tout à fait, naturellement. Et donc, ce sont dans ces grandes agglomérations comme Bamako, Sikasso, Caille, etc., qu'il y a une demande solvable et naturellement, il y aura une forte concentration de ces PME dans ces zones. Et Aruna Sangaré, en tant qu'acteur du secteur financier, vous êtes dans une institution bancaire. Pour nos téléspectateurs, et on va en parler tout à l'heure, mais pour nos téléspectateurs qui entreprennent, qui ont des PME et qui ne comprennent pas pourquoi, quand ils viennent devant vous, vous acteurs du secteur financier, vous rejetez leur dossier, qu'est-ce que vous leur dites avant de rentrer dans le financement? Pour une banque comme la vôtre, qui se veut une banque des PME, quels sont les principaux critères
pour accepter un dossier, pour accompagner une PME? Alors, je commencerai déjà par le fait que les promoteurs aient déjà une activité. Nous, on ne rejette pas systématiquement les dossiers. À partir du moment où il y a une activité génératrice de revenus, peu importe que ça soit formel ou informel, à l'entame de mes propos, je disais qu'on a des produits qui sont adaptés pour pouvoir les accompagner. Maintenant, en termes de documentation également, nous avons modélisé notre accompagnement en fonction des documents requis, en tout cas en fonction des documents disponibles au niveau du PME en question. Maintenant, il n'y a pas de rejet systématique et au-delà même de ça, nous-mêmes, nous accompagnons même les promoteurs parce qu'en réalité, au-delà même du risque de paiement de crédit qui assortira du dossier, mais en réalité, il faut qu'on a compris qu'il faut aider l'entrepreneur même à comprendre son business, à comprendre si toutefois le business qu'il est en train de mener, est-ce que ce business est rentable ou pas, à court, à moyen et à long terme. Voilà. Mais quand vous dites, vous accompagnez même ceux qui sont dans le secteur informel, si j'ai bien compris. Quand vous dites vous les accompagnez comment? C'est-à-dire, vous faites quoi pour eux? Vous les accompagnez à se formaliser? Vous les accompagnez à avoir des fonds malgré le fait qu'ils soient informels? Comment les accompagner? Les deux. Déjà, on les accompagne dans la formalisation de leur activité à travers l'API. L'Agence pour la promotion des L'Agence pour la promotion. Il y a eu un grand effort à ce niveau. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, par exemple, aux États-Unis, une entreprise s'est créée à moins d'une heure. En Europe, moins d'une heure. Et chez nous, il y a 10 ans, une entreprise s'est créée, en tout cas sur un délai qui était relativement long. À la date d'aujourd'hui, à l'API, à travers les documents requis, on peut créer une entreprise en moins de 3 jours, ce qui est une avancée très très remarquable. Non seulement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas que cet organisme existe, on l'aide non seulement à découvrir cet organisme, on l'accompagne dans la démarche nécessaire pour pouvoir obtenir les documents pour qu'on puisse l'accompagner. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, au-delà même, tout le monde sait, quand on parle de la banque, tout de suite on passe aux garanties immobilières et tout. Donc, et là aussi, on a mis des systèmes en place qui permettent aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin d'une garantie immobilière. Tout le monde sait que tout le monde connaît la fragilité d'une PME. On n'a pas tout de suite la capacité nécessaire pour pouvoir fournir soit un titre foncier, soit une lettre d'attribution, soit un certificat ou en tout cas un document permettant à la banque de prendre une garantie. Et là aussi, on a beaucoup travaillé avec des fonds qui sont sur la place, notamment la SFI, pour la couverture au moins de 50% du prêt qui sera accordé, ou les fonds du secteur privé, qui sont tous des structures à la date d'aujourd'hui sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise en question. Mais messieurs, la question du financement demeure, malgré les initiatives qui émergent. Et je vous amène justement à comprendre qu'il y a quand même eu une évolution. Quand on parle de financement des PME au Mali, je vous invite à regarder l'accès des PME-PMI maliennes au financement. En 2020, nous avions 972 PME qui bénéficiaient du financement. En 2023, on avait 1134 PME. Il y a eu une certaine évolution. Mais quand on revient toujours à la question du financement, il y a un point, et ça me fait un tout petit peu sourire, toujours le taux de remboursement. Et je vous invite justement à suivre ce point de vue qui nous parle, qui revient sur le taux. En tant qu'entrepreneur, c'est difficile dans la mesure où c'est compliqué au jour d'aujourd'hui, vu la situation actuelle du pays, d'aller vers une banque, de dire ok, ben voici le chiffre d'affaires que je fais, qui sont même aléatoires. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas bien. On ne peut pas vraiment se situer, donc c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de convaincre les banques et de dire ok, ben je vais faire un prêt pour réinvestir dans mon entreprise. Et voilà, faire peut-être explorer d'autres horizons, ajouter d'autres produits, également d'autres services pour mon entreprise. Des taux d'intérêt, à vrai dire, relativement élevés, tout dépendant des produits de la banque. Vraiment, ce sont des taux, voilà, pas dire exorbitants, mais relativement élevés.
Avant de vous donner la parole à Aruna Sangaré, je vais donner la parole à M. Koulibaly et professeur Sangaré. M. Koulibaly, j'imagine que la question du taux, ça revient souvent. Vous entendez toujours des entrepreneurs qui vous parlent de taux, ou c'est le contraire, ça a évolué, le discours a évolué à ce niveau? Non, bien sûr, ils parlent, moi les entrepreneurs parlent toujours de taux, mais je pense que ça, il s'agit de comprendre. Il s'agit de comprendre. Vous savez, les banques sont là pour vendre de l'argent, mais il ne s'agit pas de vendre l'argent à n'importe qui. Donc, parce que l'argent ne lui appartient pas, donc elle est obligée vraiment d'avoir un œil regardant et pour pouvoir mener ses activités. Bon, alors, vous venez de voir, les statistiques disent que nous avons 90% de PME. Dans ces 90%, il y a des statistiques qui vont dire 99% de ces entreprises-là sont informelles. Informelles, il ne s'agit pas, il faudrait qu'on comprenne dans ce carcan informel, il ne s'agit pas seulement d'avoir des documents de création, mais il s'agit de tenir des documents financiers. La banque aussi a besoin de comprendre l'évolution de votre entreprise, comme l'a dit mon qu'on appelle, je vais dire... Un suivi comptable et tout ça. Voilà, donc il faut suivre ça. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les PME sont dans une situation vraiment d'incertitude pour les banques. Donc il faut vraiment voir. Et pour cela, il faudrait que les PME comprennent qu'avant d'aller vers qu'on appelle une banque ou bien une structure financière pour chercher de financement, il faut d'abord être structuré. Être structuré pour comprendre qu'est-ce que j'ai besoin, est-ce que ce dont j'ai besoin, est-ce que je l'ai évalué vraiment à juste valeur? Et si je prends l'argent, qu'est-ce que je dois en faire? Parce que l'argent que vous prenez, c'est pour investir dans l'entreprise, et c'est cette entreprise-là qui doit payer qu'on appelle le prêt et plus les intérêts. Bon, le côté élevé des intérêts, je dis, il y a le risque qui est assez élevé, c'est vrai, mais je vais dire aussi que certainement nos banques ne sont pas, les banques que nous avons sur la place ne sont pas des banques spécialisées, je vais dire, sur ces questions-là. Parce que dans la sous-région, on a des pays où il y a des banques qui sont vraiment dédiées aux PME. Et surtout, notre cas, c'est des PME informelles. Informelles, ça, il faudrait... Vous pensez qu'en ayant des banques dédiées aux PME, ça va régler le problème? Oui, mais en tenant compte, bien sûr, du fait que ils sont dans un état, elles sont du moins dans un état informel. Ça donne des spécificités, ça donne des considérations qui font que on ajuste le produit à leur statut et pour pouvoir les financer. Professeur Sangaré. Okay, donc il faut dire que la problématique du taux d'intérêt n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. J'en avais pour preuve une étude qui a été conduite par l'INSTAT en 2020 et 2021 qui montre que 95% des entreprises qui éprouvent des besoins de financement n'ont pas demandé un financement. Donc ça les a poussés à s'intéresser aux raisons qui ont fait que, bien qu'éprouvant un besoin de financement, elles n'ont pas demandé de financement. Et les statistiques qui en sont sorties, 52% des répondants ont répondu que c'est à cause de l'absence de garantie exigée par les institutions financières. 20% ont affirmé que les taux d'intérêt étaient trop élevés. Donc, si nous prenons ne serait-ce qu'un élément basique dans la décision de choix d'investissement, qui est le taux de rentabilité interne, cela veut dire que si vous prenez un emprunt à un taux, naturellement, votre taux de rendement interne doit être supérieur à ce taux afin que vous puissiez rembourser le prêt que vous avez contracté et être rentable. Or, aujourd'hui, les taux, en moyenne, ça tourne au-delà de 10%. Je dirais, je ne vais pas m'aventurer trop, mais au-delà de 10%. Rares sont les activités légales au Mali aujourd'hui qui peuvent produire un taux de rendement interne supérieur à 10, 12 ou 15%.
Donc ça constitue un véritable blocage. Donc quand on fait le calcul entre le taux de rendement interne que l'entreprise attend de son investissement et le taux exigé par la banque, naturellement, on ne va pas s'aventurer. Heureusement, nous avons un banquier sur ce plateau et donc c'est l'occasion de répondre. Quand vous avez, j'imagine, c'est un discours que vous entendez régulièrement, vous répondez quoi à ces entrepreneurs qui disent que on a le financement avec toutes les difficultés qui vont avec, et une fois qu'on a le financement, les taux qu'on nous impose, ce sont des taux élevés? Oui, déjà, je commencerai par ce que M. Koulibaly a dit. Hein. Il faut comprendre en réalité la décomposition du taux. Comme il a dit, les banques en réalité c'est des banques commerciales. Donc ils ne font que commercialiser l'argent en réalité. Et tout dépend de T0, c'est-à-dire de la BCAO, des taux directeurs. Le taux il est calculé en fonction du taux directeur de la BCAO. Et il s'ajoute encore les risques de non-remboursement, d'autres risques. Et de la faiblesse des garanties. Parce qu'aujourd'hui, si on veut réellement accompagner les PME, il faut qu'on soit beaucoup plus flexible sur les garanties à apporter. Et plus la banque n'a pas, en tout cas, la capacité nécessaire de se faire rembourser par d'autres moyens, la banque est obligée de taxer. Donc voilà un peu les raisons qui font qu'à la date d'aujourd'hui, les taux sont relativement élevés. Mais en réalité, ces taux n'est pas fait du hasard. À travers déjà les documents fournis par l'entrepreneur, c'est là où nous avons essayé de travailler, faire comprendre à l'entrepreneur en vous donnant par exemple un crédit de 50 millions. In fine, ça va vous rapporter combien? Est-ce que la rentabilité vous permettra de faire face non seulement aux échéances qui assortiront de ces crédits, mais aussi vous permettre de continuer votre exploitation, notamment la pérennité, le développement des entreprises, etc. Donc c'est tout ce travail-là que nous faisons en réalité avec l'entrepreneur en tant que tel, pour lui permettre d'avoir des leviers lui permettant d'avoir du crédit et à moindre coût. Vous positionnez comme, je le disais, vous avez même commencé à vous présenter comme une banque des PME. Une banque des PME. Tout à l'heure, M. Koulibaly disait qu'il manque une banque des PME. Quand vous dites une banque des PME, vous faites allusion à quoi? En quoi vous êtes une banque des PME? Nous faisons allusion non seulement aux conditions d'octroi de crédit. À la date d'aujourd'hui, je prends un exemple, on a développé quelques produits qui ne nécessitent pas d'avoir des garanties, par exemple. Des produits, des crédits comme des avances sur stock. Une PME qui a du stock, aujourd'hui, la banque est disposée à lui avancer 80% de ces stocks-là en liquidité, lui permettant de faire face à d'autres besoins. Et au-delà de ça, une PME, on a d'autres produits qu'on appelle les prêts 72 heures. Par exemple, une entreprise qui évolue dans la commercialisation des produits et qui doit faire face à une facture de 100 millions ou de 50 millions. Si cette entreprise a tout de suite 25 millions, elle n'est pas obligée de vendre 25 autres millions pour pouvoir avoir les 50 millions pour pouvoir payer les fournisseurs. Nous, on met à sa disposition les 50 millions et on nantit les produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il fera des ventes, il est obligé de venir verser ces fonds-là dans le compte. Donc, ces produits-là, en réalité, viennent résoudre pas mal de problèmes au niveau des PME. Mais au-delà de tout ça, la formation. La formation. Parce qu'au fait, il faut amener les PME aujourd'hui à se structurer. Et on a pas mal de partenariats aujourd'hui qui non seulement au-delà même de la formation, mais aussi accompagnent les PME en termes de garantie. Est-ce que là, vous ne quittez pas votre fonction? C'est l'innovation qui était tant recherchée. J'imagine qu'il y a 20 ans en arrière, une banque ne se serait jamais permis de former des acteurs extérieurs. Par acteurs extérieurs, j'entends des entrepreneurs et autres. Aujourd'hui, pourquoi est-il important de former ces personnes à qui on prête de l'argent? C'est ça, c'est pour s'assurer du remboursement. Du remboursement, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, nous sommes obligés de suivre de bout en bout. Parce que, comme M. Koulibaly l'a dit, l'argent, la banque commercialise l'argent. Donc ce n'est plus comme avant où on prête de l'argent, on attend qu'il revienne. Maintenant, on prête de l'argent et entre guillemets, on le suit. Exactement. Pour s'assurer qu'il rembourse. Mais messieurs, on va voir cette infographie qui va montrer que même s'il y a eu des avancées,
il faut encore progresser à ce niveau. Et là, on va parler de la durée de vie des PME maliennes. Et même cette durée de vie, quand on regarde même les statistiques de la Banque africaine de développement rapportées à d'autres pays d'Afrique, on se rend compte que c'est les mêmes réalités. 90% des entreprises des PME disparaissent moins de 5 ans après leur création. Et en général, c'est vrai, il y a des problèmes de finances qui interviennent. Il y a d'autres problèmes comme la structuration. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du manque de comptabilité. C'est vrai que c'est des sujets, c'est des points qui sont évoqués. Mais aujourd'hui, au Mali, qu'est-ce qui est fait, M. Koulibaly, par votre direction, qui, je le rappelle, vraiment chapeaute tout ce qui est développement des PME au Mali. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour que ce taux, j'imagine qu'il ne va pas baisser drastiquement du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui est fait pour réduire le taux d'entreprises, de jeunes entreprises qui meurent en moins de 5 ans? Donc ça c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que l'accompagnement d'abord, on a dit ici sur le plateau, on manque de culture entrepreneuriale. Donc les gens viennent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas de métier. Et ils n'ont pas d'autres issues. Donc maintenant, les personnes qui arrivent, il faudrait les former pour qu'ils aient une vision, pour qu'ils puissent choisir vraiment une filière ou un produit où il y a la valeur ajoutée, hein, et puis se structurer, se former. Se former d'abord, voir que l'entrepreneuriat, les exigences, et puis après la formation, bon, il faut qu'il y ait des instruments, hein, qui puissent les accompagner. Bon, parmi ces instruments, c'est vrai, il y a des projets, il y a des programmes souvent qui sont financés par l'État ou des partenaires techniques et financiers. Mais je prends l'exemple au niveau de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises. Nous avons mis en place un mécanisme que nous appelons le nouveau entrepreneurship monitoring. Et ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il s'agit de voir des PME qui sollicitent à avoir des prêts, de les accompagner, d'analyser d'abord leurs besoins. Est-ce que leur besoin est juste? Est-ce que c'est justifié? Si cela est, maintenant de voir leur plan d'affaires ou bien leur modèle qu'on appelle de business et de l'ajuster, de les mettre en contact avec des structures spécialisées en la matière, parce qu'il y a des centres de gestion, il y a des cabinets de consultants qui existent. Donc les mettre en relation, et lorsque le document est finalisé, au cours de ce processus d'accompagnement-là, l'entrepreneur est formé et informé par rapport à son business pour qu'il puisse vraiment connaître son business, maîtriser son business, et on le met en contact avec une banque. Donc il va défendre son produit devant la banque qui apprécie, qui ajuste, hein, qui peut ajuster le document, et lorsque l'entrepreneur est financé, nous l'accompagnons dans le retrait. À chaque fois qu'il va retirer de l'argent pour financer, pour injecter dans l'entreprise, il faudrait que ça soit suivi. Donc, si nous ne le faisons pas, nous mettons à la disposition qu'on appelle un consultant. Nous l'avons fait une première fois, et donc c'est l'État, les ressources de la Direction nationale, qui sont les ressources de l'État, qui ont été mises à la disposition pour que ces entrepreneurs-là puissent être accompagnés. Maintenant, pour qu'ils puissent non seulement utiliser l'argent à bon escient, mais pour qu'ils puissent vraiment rembourser dans les délais. Donc, voilà un mécanisme qui est là, mais il y a d'autres mécanismes. L'argent est-il le vrai problème des PME? Nous poursuivons notre débat dans une poignée de secondes avec nos 3 invités. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est PME. L'argent est-il le vrai problème? Et pour nous éclairer sur ce thème, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités que vous avez pu voir lors de la première partie. Messieurs, on va revenir à cette question centrale. Quand on parle des PME, c'est vrai que la problématique du financement revient, mais professeur Sangaré, qu'en est-il des autres aspects de la structuration, de l'organisation de ces PME? Voilà, donc c'est vrai que on ne saurait résumer la forte mortalité, si je peux m'exprimer ainsi, des PME au Mali à la seule problématique du financement.
Mais vous savez, le succès ou la réussite d'une entreprise dépend de deux facteurs. L'environnement externe et l'environnement interne, c'est-à-dire qui est l'organisation interne. Et il faut reconnaître, bon, par exemple, le financement, ça peut être considéré comme une des données de l'environnement externe. Mais l'environnement interne, ça c'est l'organisation de l'entreprise. La plupart de nos PME, c'est regrettable de le dire, non, on ne tient même pas de comptabilité en bonne et due forme. Et la plupart des entrepreneurs ne font pas la différence entre la recette et, par exemple, le bénéfice. Et souvent, c'est vrai qu'il y a ces problèmes, mais surtout la gestion. Donc moi, je pense que c'est à ce niveau vraiment qu'il y a des efforts à faire. Comme je dis, créer une véritable culture entrepreneuriale. Que les gens ne viennent pas dans l'entrepreneuriat par accident. Les former vraiment à avoir vraiment des projets d'entreprise bien structurés et les accompagner aussi dans la gestion. J'ai vu au Sénégal, il y a des cabinets et autres qui sont là, qui accompagnent peut-être les entreprises qui ne peuvent pas recruter un comptable. Parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde d'embaucher un comptable ou bien peut-être voilà. Donc il y a des cabinets qui sont là, qui les accompagnent avec naturellement l'accompagnement de l'État. Donc moi, vraiment, c'est surtout sur ce point-là qu'il y a des efforts à faire. Justement, en parlant d'efforts, on va voir l'écosystème dans lequel les entrepreneurs évoluent. Mais avant, nous allons d'abord parler de la valeur ajoutée des PME dans l'économie nationale. On parle d'un secteur primaire qui représente 98%, un secteur secondaire 22% et le secteur tertiaire 66%. Monsieur Haruna Sangaré, quels sont les secteurs que vous accompagnez le plus au niveau des PME? Est-ce que vous avez une appétence pour un secteur en particulier? Non, nous accompagnons tous les secteurs. Mais bon, le secteur primaire, la dominance, c'est le fait que nous sommes tributaires du marché extérieur, au fait. Tout à fait. Ça, c'est logique. Mais on n'a pas de préférence par rapport au secteur. Et chaque secteur en égalité, l'accompagnement, on a des produits qui sont taillés sur mesure. Par exemple, les secteurs primaires qui sont dans le commerce et autres, nous savons très bien que bon, pour pouvoir vendre, il faut acheter. Et là, il faut avoir des ressources nécessaires pour pouvoir acheter. Et à ce niveau, on a toute une palette de produits qui les permet tout de suite d'acheter au niveau du fournisseur. Et c'est chaque secteur en réalité, pour chaque secteur, on essaye de comprendre. On connaît déjà l'environnement dans lequel chacun évolue et on maîtrise, comme on appelle, pas mal d'activités. On a une expérience, on a des expériences qui sont vécues. Donc, en fonction de la réalité du secteur, on adapte les produits en fonction de ces... Je vais poser ma question autrement, M. Sangaré. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous financiez, que vous accompagnez plus facilement? Par exemple, un artisan. Est-ce que vous accompagnez un artisan de la même manière que vous pouvez accompagner un entrepreneur numérique ou un commerçant, etc. etc. Comment, est-ce qu'il y a, j'allais dire, est-ce qu'il y a une sorte de discrimination positive en fonction des secteurs, en fonction de même notre culture au niveau national? Non, il n'y a pas de discrimination. Par exemple, quand vous prenez le secteur artisanal, comme vous l'avez dit, c'est des secteurs où on demande beaucoup plus de structuration en fait. Tous les problèmes tournent autour de la structuration de la société. Mais dire qu'à notre niveau, qu'il y a un secteur où on a beaucoup plus d'appétit à accompagner ou pas, ça dépend de la solidité, de la rentabilité, de la solvabilité de l'entreprise qui est en question, peu importe les secteurs dans lesquels l'entreprise évolue. Monsieur Koulibaly, oui, en tout comment expliquer que le secteur primaire domine littéralement les autres secteurs? C'est à cause de notre structure économique, je vais également... Bien sûr, bien sûr. Si on regarde l'économie, la contribution du monde rural dans l'économie, elle dépasse de loin les autres secteurs. Donc cela va de soi. Donc non seulement en termes d'économie, mais en termes d'emplois créés, c'est le monde rural. Donc à 70% selon des statistiques. Donc il va de soi que les gens sont dans l'agriculture, la pêche, ils vont ce sont ces activités-là qu'ils connaissent bien, et donc ils vont tenter à les transformer, à les commercialiser, à les vendre sur le marché national, à les vendre sur le marché international. Et
c'est vraiment ça, hein, le fait que notre activité, mais il faut transformer. Il faut vraiment, il y a un besoin de transformer notre économie et pour pouvoir créer vraiment de l'emploi, pour pouvoir créer encore plus de ressources. Professeur Sangaré. Tout à fait. Donc, je vais peut-être poursuivre ce que M. Koulibaly a commencé. C'est-à-dire, notre difficulté, c'est ce pont entre le primaire et le secondaire et le secteur industriel, naturellement. Si on voit qu'aujourd'hui, le secteur primaire prédomine au niveau aussi des PME, c'est à l'image de la structure de notre économie, fortement dominée par le secteur primaire. Donc, naturellement, il va y avoir aussi une forte concentration aussi à ce niveau. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que, on vient de dire, presque plus de 90%, oui, 80% des PME sont dans l'informel. Or, l'informel, vraiment, c'est le domaine par excellence du primaire. Donc, voilà, ça, ce sont des raisons qui justifient évidemment ce chiffre. La dernière infographie de cette émission va nous amener à parler de l'écosystème des PME maliennes. On parle des entreprises individuelles. 81% des entreprises sont individuelles. Les sociétés à responsabilité limitée sont de 15,20%. Les PME avec d'autres statuts sont moins de 3%. Est-ce que là aussi, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge quand on voit ces données-là, où on a des entreprises, on est plus enclin chacun à entreprendre de son côté plutôt que comme ça se fait ailleurs, où on a, je ne sais pas quel est le terme anglo-saxon qu'on utilise dans ce genre de cas, où on sent que c'est vraiment des coopérations, c'est vraiment des mélanges de compétences au niveau des entreprises. Alors, je partage voilà, ce point de vue. Et sur le terrain, on constate que il y a du mal, même pour les entrepreneurs maliens, de se mettre ensemble. Parce que je suis une entreprise, je suis dans la transformation agroalimentaire, à l'échelle artisanale, j'ai pas assez de ressources, j'ai pas assez de marché. Il est important que je m'associe à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse acheter ensemble, pour qu'on puisse vendre ensemble. Et vraiment, ça c'est un défaut vraiment que nous constatons chez les entrepreneurs. Bon, est-ce que c'est encore la question de culture entrepreneuriale qui va se poser? Parce que si on est dans ces activités et qu'on a la culture entrepreneuriale, on se dit à un certain niveau, il faut pouvoir passer à un palier supérieur, il faudrait s'associer à quelqu'un d'autre, il faut trouver voilà, d'autres astuces. Mais si nous n'avons pas la culture entrepreneuriale, bon, l'entreprise va se confondre à la personne, on n'a pas une vision, vraiment par rapport à ce que nous entendons faire d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Et cela bloque effectivement l'évolution. Madi Sangaré, le fait que plusieurs personnes fassent la même chose, même quand on va dans des foires, on va dans des expositions, on peut voir toute une rue remplie de gens qui font exactement la même chose, du point de vue macroéconomique, du point de vue économique tout simplement. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que cela traduit? Naturellement, ça dit l'absence de complémentarité entre les unités existantes, c'est ce que cela prouve. Donc là, il n'y a pas de chaîne de valeur. Donc pratiquement si tout le monde se met à faire la même chose, donc il n'y a pas de création de valeur. Voilà, donc il n'y a pas de véritable chaîne de valeur. Et aussi peut-être pour revenir même sur la configuration que vous avez donnée tout de suite, là aussi il faut reconnaître que il y a le régime fiscal aussi lié à ces différentes catégories d'entreprises aussi, voilà, qui peut-être amènent fortement les entrepreneurs à faire le choix de l'entrepreneuriat individuel. Vous avez commencé à anticiper, allons-y, justement, quand on parle du développement des PME, au-delà du financement, au-delà de la structuration, au-delà de l'organisation, il y a toujours l'environnement, M. Koulibaly, M. Sangaré, il y a toujours la question de la fiscalité pour ces PME-là qui revient. C'est toujours les mêmes plaintes, on paye cher les impôts, les taxes par rapport à d'autres pays voisins. Tout à fait. Bon, je me souviens, il y a quelques semaines de cela, on était autour du même plateau avec deux entrepreneurs qui avaient commencé dans l'informel. Et je me souviens, ce jour-là, l'un des invités avait
avancé comme principal argument qui fait que beaucoup d'acteurs évoluent dans l'informel. Le régime fiscal qui n'est pas adapté voilà, à ce genre d'entreprise. Donc là, c'est un argument qui revient très très souvent. Donc je sais que des efforts ont été faits, mais peut-être il reste encore à faire des efforts, comme toujours pour adapter notre système fiscal, le régime fiscal, au type d'entreprise que nous avons. Effectivement, j'abonde dans le même sens, seulement j'apporte quelque chose. Voilà, le texte, c'est vraiment un truc qui est répété et qui est réel sur le terrain, Maintenant, l'État a vraiment essayé de voler dans ce sens-là pour pouvoir faciliter les choses. Il y a le régime de l'entrepreneur, par exemple, qui existe, qui donne une certaine facilité vraiment aux entreprises pour les taxes. Bon, au-delà de ça, effectivement, au niveau de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises, nous sentons vraiment le besoin. Nous avons tenté de démarcher effectivement la Direction nationale des impôts sur ces questions-là, sur les questions des taxes, sur des indicateurs il faut aussi faciliter, voilà, on ne dit pas de détaxer, mais faire en sorte que maintenant les PME qui se créent, qu'on puisse vraiment alléger et arriver à un certain moment, comme on le dit en Bambara, donc pour que l'État puisse quand même, voilà, l'État puisse leur vraiment alléger les taxes, mais au moment où ils auront les reins assez solides, donc ils pourront être versés encore dans le système pour pouvoir payer. Messieurs, comment améliorer l'environnement des PME? Comment faire en sorte qu'on ait de véritables PME comme ça se fait ailleurs? Par véritable PME, j'entends des PME qui continuent à créer de l'emploi, qui sont dans le secteur formel, qui ont accès aux finances. Peut-être que j'idéalise les choses, mais messieurs, comment justement avoir des PME fortes, sachant que ces PME représentent l'épine dorsale de notre économie? Oui. Déjà, dans le même prolongement que M. Sangaré et puis M. Kribali, pourquoi un investisseur vient dans un pays? C'est les mêmes conditions qui sont posées. Non seulement les régimes fiscaux, comme il a dit, il faut créer, en tout cas, des régimes qui sont en adéquation avec les PME. Premier point. Deuxième point, comme nous avons déjà emboîté les pas, créer des produits qui sont en parfaite adéquation avec les besoins réels des PME. Et réduire encore, une fois de plus, c'est vrai qu'il y a eu un effort qui a été fait au niveau de l'API, mais revoir encore les documents requis pour pouvoir formaliser l'entreprise en question. Et avec ces 3 points, je pense que nous devons pouvoir renforcer davantage les chiffres qui sont pas du tout... Vous parlez de renforcer davantage, mais justement en venant du point de vue financier, on sait qu'à l'API, vous avez dit 72 heures pour créer une entreprise au maximum. Pour avoir un crédit, parfois la durée elle est longue. Est-ce que là aussi, vous aussi, acteurs du secteur financier, vous n'avez pas un effort à faire pour que les PME accèdent rapidement au financement, sachant que parfois même, ces PME, quand elles poursuivent pour un financement, elles l'ont au bout d'1 semaine, 2 semaines? Je suis totalement d'accord. Au fait, c'est ça, les délais, parce qu'au fait, les opportunités n'attendent pas et les besoins aussi n'attendent pas. Et il faut que les acteurs financiers, en tout cas au niveau des banques, que nous soyons beaucoup plus réactifs que tout ça. C'est ça, au fait, l'idée. En accompagnant les entrepreneurs dans la structuration de leur société en termes de documentation, là, ça nous permettra d'être beaucoup plus, non seulement rapide sur le délai de réponse, mais aussi donner des enveloppes qui sont assez colossaux pour qu'ils puissent atteindre un certain niveau. Oui, moi je dirais il faut d'abord qu'on sorte de l'entrepreneuriat des circonstances. Qu'on ait vraiment... l'entrepreneuriat de subsistance qu'on a d'habitude, comme on le dit, voilà, de circonstances. De circonstances, parce que je dirais, par exemple, aujourd'hui, il suffit qu'un de mes parents soit peut-être haut placé. Rapidement, je vais créer quelque chose pour pouvoir capter les marchés publics qui vont passer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc vraiment, il faut qu'on sorte de ce genre d'entrepreneur. Et par rapport aux autres aspects, notamment la question du financement, parce que tant qu'on ne résoudra pas la question du financement des PME, il faut dire qu'on n'aura pas de PME qui vont se transformer en grandes entreprises, parce qu'elles seront toujours bloquées dans leur coin. Je le dis,
le but de l'entrepreneur, c'est quoi? Quand on crée une entreprise, c'est rendre l'entreprise rentable, faire croître l'entreprise et peut-être pérenniser aussi l'entreprise. Donc, il faut déjà que dans la formation, qu'on intègre cet aspect, que les gens ne viennent pas dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste un domaine où on vient se débrouiller, non, on vient dans l'entrepreneuriat parce qu'on a une vocation pour ce domaine, on a une vision qu'on veut transformer en véritable projet d'entreprise. Je pense qu'il faut commencer déjà par là. Donc ensuite les autres accompagnements, bon, peut-être la problématique du financement, on ne pourra pas résoudre parce qu'il a évoqué tout à l'heure la BCEAO par rapport à ça. Donc cette question va très loin. Et même la politique monétaire au niveau de notre zone peut être mise en cause. Voilà. Vous parlez de difficultés à baisser les taux à cause d'un certain nombre de choses, notamment le taux de la BCEAO, mais qu'en est-il des alternatives, des tontines et autres? Naturellement, généralement les entreprises ont deux mécanismes de financement. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire et le financement direct, c'est-à-dire qu'il y a la rencontre directe entre les agents qui ont une capacité de financement, c'est-à-dire qui peuvent mobiliser une certaine épargne, et ceux qui sont dans le besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, les tontines et autres qui se substituent un peu à ce qu'on appelle le marché, voilà, aujourd'hui, mais la capacité de mobilisation de l'épargne au niveau de cette tontine, le montant, c'est pas aussi... c'est dérisoire. Donc, ce qu'il faut véritablement faire, peut-être, on n'a pas besoin de créer un marché boursier pour créer cette rencontre directe entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. Il y a le marché de gré à gré. Oui. Voilà, voilà des solutions qu'on peut développer. Voilà. Bien sûr, oui, par rapport à la question, c'est vrai, en plus de tout ce qu'il vient de dire, on l'a dit, hein, il faut développer la culture entrepreneuriale. Au niveau des écoles, nous avons une population jeune, les gens sont à l'école, dans les universités, dans les structures secondaires, donc il faut vraiment aller vers cela. Mais il faut aussi que l'État voie, c'est vrai, qu'on appelle la création d'une banque vraiment qui soit dédiée aux PME informelles, disons-le, parce que le risque est assez élevé. Et avec la jeunesse, mais aussi, on l'a dit, qu'on appelle le fisc aussi, est que vraiment ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Et par ailleurs, il faudrait aussi que l'État voie comment développer le marché intérieur, faire en sorte que, comme quelqu'un l'a dit dans le magazine, et développer vraiment le marché public. Il faudrait quand même que l'État dise, bon voilà, telle chose, des meubles par exemple, les habits, les tenues scolaires et autres là, de faire en sorte que qu'il y ait des motivations sur le marché public là soient disponibles pour les entrepreneurs afin qu'ils puissent avoir, du moins un rapide tour de table, messieurs, en commençant par vous, professeur Sangaré, les perspectives. Vraiment, au regard de notre économie actuelle et même des défis qui nous attendent, qu'est-ce qu'il faudrait justement, quelles sont les priorités, quelles doivent être les priorités? Naturellement, M. Koulibaly vient d'évoquer un point qui est très très important. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple chez nous, vous partez dans les administrations, pratiquement l'essentiel du mobilier de bureaux et autres est importé. Alors que nous avons des entrepreneurs peut-être ici qui auraient pu la même chose. Peut-être au début ça ne va pas être, mais c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Donc il faut donner cette possibilité à ces entrepreneurs d'abord d'avoir ce marché. Et voilà, il y a le fait de volume qui peut aussi jouer. Donc ça peut les amener vraiment à bien faire ce qui se... Vous pensez que ça va dynamiser le ça va marché, dynamiser naturellement. Parce qu'il faut aujourd'hui nous importons même les cure-dents. Alors ça c'est inadmissible. Inadmissible. Ça c'est des choses qu'on aurait pu faire. Mais est-ce qu'on est certain que si vous faites ça au Mali, vous allez trouver un marché, une demande?
C'est là toute la question. C'est là toute la question. Donc, franchement, il faut à ce niveau que l'État joue vraiment un rôle. Tout ce qui peut être fait sur place ici, qu'on n'importe plus ça. Surtout d'abord, c'est l'État qui doit d'abord donner l'exemple. Et peut-être les autres suivront. La banque des PME, vous dites que c'est une réalité. Monsieur Koulibaly l'appelle de tous ses voeux. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous dites à ces PME-là qui se développent et qui innovent de jour en jour, hein? On a plusieurs manières d'entreprendre aujourd'hui. On parle des entrepreneurs de l'IA, par exemple. On parle des entrepreneurs qui sont dans d'autres domaines. Comment justement accompagner ces nouveaux entrepreneurs, ces entrepreneurs qui innovent? Oui, déjà, ça a été dit plusieurs fois. Il faut que les gens arrêtent d'être entrepreneurs par défaut. Il faut qu'on ait l'ultime conviction de faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut bien faire. Partant de là, les autres accompagnements viendront, notamment la formation, notamment l'accompagnement des banques, même notamment l'État. L'État va encore beaucoup plus s'impliquer. Moi, je pense que le nœud du problème, c'est véritablement les choix des uns et des autres. Il ne faut pas que le choix de l'entrepreneuriat soit un choix par défaut. Ok, voilà. Donc, je disais tout de suite, hein, c'est vraiment développer la culture entrepreneuriat, c'est vraiment élaborer des textes qui permettent vraiment aux entrepreneurs de pouvoir exercer leur métier. J'ai parlé d'un fonds, d'une banque dédiée aux PME, mais aussi d'un fonds qui puisse vraiment accompagner le financement par les banques. Il y a le fonds de garantie, mais disons un fonds quand même qui soit spécialisé vraiment pour cette question des PME et surtout qui sont dans l'informel. Ce risque est assez élevé. Mais il y a aussi, dans la perspective, avec le nouveau code minier, il y a qu'on appelle le contenu local qui est là. Et il faudrait aussi que l'État, la commande publique, l'État fasse en sorte que les gens accèdent, que les entrepreneurs accèdent à la commande publique, que ça soit vraiment une réalité et que les gens puissent l'utiliser. Mais il y a aussi, le financement, il n'y a pas que les banques classiques, il y a des financements innovants qui existent. Maintenant, et pour cela, il faut vraiment des textes pour que ces financements innovants puissent exercer sur le territoire. Et il faut aussi faire en sorte que le fisc, que l'État essaie de voir comment il va alléger, de faire en sorte que ça donne un ballon d'oxygène vraiment à l'entrepreneuriat, et ce qui serait vraiment le souhait de tout un chacun, et tout le monde gagne. Merci d'être passé sur le plateau. On va refermer cette émission avec cette note d'optimisme. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir M. Badié Koulibaly, chef de division développement des PME et coordinateur du programme d'appui au développement des PME à la Direction nationale des petites et moyennes entreprises. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à M. Aruna Sangaré, directeur d'Espace Business à la Bank of Africa, BOA. Vous êtes responsable donc des PME à la Banque des PME. Merci infiniment au professeur Mamadou Beidali Sangaré, macroéconomiste, enseignant-chercheur à la FSEC, Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.